Bon, alors la première chose que je veux dire, c'est bonjour à tout le monde. Et la deuxième chose qui me paraît importante, c'est des pensées fortes pour Maurice Dahan et pour les gens qui sont encore malades. Ça, c'est la Absolument. première chose. Oui. Et voilà. Et en espérant qu'il sorte de ce bourbier aussi vite et le mieux possible. Voilà. Maintenant, si vous voulez, on peut commencer, si vous êtes d'accord. On Voilà. lance la... Vraiment, et on va commencer. Et Ouais, quel moment tu veux que je mette les diapos, les photos? d'accord, Et voilà. d'accord. Je te dis clic. Tu peux Ou claque, tu peux ça me dire dépend. clic si tu veux, voilà. Je fais comme ça pour Oui. appuyer, pour faire clic. Bon, mais Ou pas c'est trop comme fort, ça. s'il te plaît. Pas trop fort, d'accord. Voilà. Alors, avant qu'on commence, si vous pouvez éteindre votre micro comme toujours, et on laisse vraiment à commencer. Voilà. Allez, hop. C'est à toi, Raymond. Hein. Bon, alors, bienvenue, comme c'est marqué au musée judéo-alsacien de Bouxwiller, que entre nous, on appelle souvent le mjab, parce que ça fait pas plaisir à nos amis séphardim. Et ben voilà, on va cliquer, on va changer l'image. Voilà. Tu l'as fait? Tu as changé l'image? Alors, attends, hein, je commence. L'image suivante. Voilà, on est là. Ça, c'est la première. Ben, tu peux passer à la suivante. Magnifique. Vas-y, encore. Voilà. Il l'a pas en même temps. Voilà, alors une petite présentation du musée. Attends, là, tu en as une de trop, mais ça fait rien. Alors, on va tout de suite aller à celle-là. C'est le portrait de quelqu'un que pratiquement tout le monde connaît, je pense, Nickel. qui est Gilbert Weil. Gilbert Weil, qui est le fondateur du musée judéo-alsacien de Bouxwiller. Il est originaire de Bouxwiller, il est de formation architecte, puis architecte conseil, puis urbaniste, et il est devenu professeur d'urbanisme à l'université d'Aix-Marseille, où il a passé la plus grande partie de sa vie professionnelle, jusqu'au moment où il a appris que la synagogue de son enfance allait être vendue pour être démolie et en faire un parking pour la copée d'à côté. Accessoirement, la copée d'à côté n'existe plus depuis quelques années. Et donc, son sang n'a fait qu'un tour, il est revenu, et comme il n'était pas urbaniste pour rien, il avait trouvé la faille juridique et il a pu faire casser un permis de démolir qui était déjà signé. Ça, c'était dans les années 85. Et donc, il a réussi à sauver le bâtiment, mais il ne savait toujours pas comment faire. Donc, il a décidé d'en faire le musée que nous connaissons. Et il a mis à peu près, presque 15 ans à le créer, puisque le musée a ouvert en 1998. Entre-temps, il a fallu faire toute la conception de ce musée que lui a fait entièrement tout seul. Et il a fallu aussi trouver les financements. Et il est allé frapper à toutes les portes jusqu'à Jack Lang, qu'il avait reçu et qui était ministre de la Culture à l'époque et qui a donné un coup de main financier. Voilà, bref, le musée ouvre en 1998. Nous avons fêté en 2008 les 20 ans du musée, mais ça, on en reparlera plus tard. En attendant, voilà, c'est notre président fondateur, Gilbert Weil. Alors, on peut passer à l'image suivante. Oui. Juste peut-être avant qu'on passe, il faut dire que quand même, on a essayé d'inviter Gilbert à nous joindre. Il est en Israël actuellement. C'est ça. Voilà. Alors, Et Gilbert a 90 ans, il est de santé fragile. Il est il n'est pas de santé si fragile que ça, mais il a un gros problème de vue maintenant. Il n'y voit plus grand-chose et en ce moment, il est confiné en Israël dans son logement avec ses enfants. Et on ne sait pas trop bien quand est-ce qu'il pourra revenir à cause des événements sanitaires. Donc voilà. Et d'accord. en tout cas, il vous envoie tous un gros bonjour. Alors, je passe. Je continue. Ouais, si tu veux, ouais. Alors ça, c'est une image comme ça pour dire que nous allons rentrer dans le musée. Dans ce musée, après, je vous ai sélectionné quelques images au hasard qu'on va mettre en valeur.
Je n'ai pas fait une visite systématique du musée, j'ai juste pris quelques petits détails. Vous verrez. Alors, on peut passer à la suite. Alors ça, c'est dans la première salle, la salle d'histoire, puisque ce musée est organisé comme un long parcours ascendant. Il n'y a pas d'escalier, on fait que monter des plans inclinés et avec des choses à voir de chaque côté de ce plan. Donc, c'est aussi accessible aux handicapés, hein, par le même fait. On commence par le Moyen-Âge dans la partie histoire avec la partie peuple déicide, puisque c'est au moment de la crucifixion qu'après on a dit que c'était les Juifs qui avaient crucifié le Christ, alors qu'en fait c'était les Romains. Donc il y a eu une confusion qui a été savamment entretenue pendant très très longtemps dans la chrétienté, et c'est qui est à l'origine de la ségrégation avec les Juifs, qui se traduit, ce que vous voyez sur l'image de droite, par le concile de Latran en 1215, qui a obligé les Juifs à porter des signes distinctifs, c'est-à-dire soit la rouelle que vous voyez dans l'image, et tout le monde sait bien que c'est l'ancêtre de l'étoile jaune qu'on a dû porter plus tard, soit aussi dans les pays du Nord, et vous le voyez sur la gravure en bas, le chapeau pointu, le Judenhut, que tous les Juifs d'ailleurs portaient déjà avant. Les Juifs portaient déjà ce type de chapeau avant, mais c'est devenu une obligation plutôt dans les régions du Nord. Voilà, on peut passer à la suite. Et on y voit un clin d'œil aux Strasbourgeois, puisque là, c'est le Grüsselhorn, c'est la trompe qui ressemble au chauffard d'ailleurs, et qu'on sonnait tous les soirs à travers la ville avant la fermeture des portes de Strasbourg. Et ça voulait dire que les Juifs devaient quitter la ville, puisqu'ils étaient interdits de résidence à Strasbourg. Donc ça voulait dire les Judenraus. Et c'est là que les mamans disaient à leurs enfants, dépêche-toi de rentrer à la maison, sinon le Juif va t'emmener avec lui. On peut passer. Et un clin d'œil au territoire de Bouxwiller, dont le seigneur de Lichtenberg, les comtes de Lichtenberg puis de Hanau-Lichtenberg ont été comme tous les autres nobles alsaciens. Ils ont encaissé le Judenschirmgeld, le droit de protection des Juifs, mais à la différence des autres comtes ou ducs ou nobles, ils ne se sont pas contentés d'encaisser l'argent. Il y a eu une réelle contrepartie, puisque dans le comté de Hanau-Lichtenberg, il n'y a pratiquement jamais eu de pogrom. C'était dû aussi au fait que les comtes de Hanau-Lichtenberg ont opté pour la réforme en 1225, en 1215 plutôt, et qu'ils étaient assez ouverts et assez tolérants à l'égard de tout le monde, les juifs comme les catholiques. Mais ils n'oubliaient pas, bien sûr, d'encaisser leurs droits ou leurs impôts spéciaux sur les juifs, le droit de protection des juifs. Voilà. Ce droit qui coûtait, j'avais regardé, vers 1750, ce droit de protection des Juifs était de 25 livres tournois par famille et par an. Alors, pour vous donner un équivalent, un cheval à l'époque coûtait 300 livres tournois et une vache coûtait 50 livres tournois. Voilà. Et le droit de protection des Juifs, c'était 25 livres tournois par an et la moitié pour les veuves. On peut passer. S'il n'y a pas de questions, hein, s'il y a des questions, vous m'interrompez. Garde les questions vers la fin, vraiment. D'accord. Donc, on passe à la suite. Alors, dans ce musée, vous verrez un tas de petites scénettes comme ça, réalisées en céramique, que Gilbert a fait faire par un artiste, dont justement on est en train de rechercher le nom, parce qu'on ne le retrouve pas, puisqu'on est en train de faire l'inventaire. Et vous allez voir que ce sont des petites merveilles. Ici, c'est le vendredi, avant le Shabbat, en rentrant de la choule, le père qui bénit le fils. C'est une de ces scènes qui sont, je veux dire, inhérentes à la vie juive, qui sont
absolument typique de la vie juive. On continue. Ici, vous avez une autre de ces scènes qui représente le Lernen, l'étude. Je vous laisse quelques secondes pour admirer. Et puis, on passe à la suite. Alors, ça, c'est toujours la salle d'histoire, la première salle dans laquelle on pénètre. Et vous voyez des visiteurs. Et le premier d'entre eux est un personnage éminent, puisque c'était Monsieur Pascal Mangin, le président de la commission culturelle de la région Grand Est, qui était venu nous rendre visite au mois de janvier dernier, avant le confinement donc. On passe à la suite. On a un peu plus loin, on s'approche de la Révolution. Et dans les prémices de la Révolution, il y a cet essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, écrite par l'abbé Grégoire, qui était un prêtre franc-maçon et qui avait fait cette thèse pour l'Académie de Nancy. Et qui était une des prémices de l'émancipation des Juifs de 1789. Alors, on a beau dire sur la façon de le rédiger, et l'essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, c'est pas très flatteur, mais c'est même un de ces points qui a permis de faire arrêter les choses, non seulement sur les Juifs, mais quelques années plus tard pour les Noirs, puisque ce même abbé Grégoire a plus tard obtenu la libération des esclaves noirs. Donc, c'est un monsieur à qui j'aime bien rendre hommage, en passant. Voilà. Une de ces scénettes encore, le personnage emblématique du judaïsme, le Schnorrer, qu'on peut appeler aussi Moïse Zellwiller. Quand on prend en photo, des fois, on s'amuse à remplacer son visage par celui de Gilbert Weil. Ça nous amuse beaucoup, ça. Voilà. Et puis, on continue. Ouais. On est sur une des salles d'histoire où on voit à gauche des personnages construits en fil de fer et habillés. Et là, c'est le juif qui est en train de discuter avec le goï. Ça représente donc l'intégration. On continue. Alors, dans les métiers juifs au XIXe siècle, il y avait évidemment le Peimesendler, le marchand de bestiaux. Alors, un jour, j'étais avec Gilbert devant cet endroit, avec un journaliste, et le journaliste dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de marchands de bestiaux juifs? Gilbert, qui prend son air le plus absent, il dit, mais c'est très simple, voyons, il suffit de regarder le cadastre. Alors tout le monde ouvre des gros yeux et dit, ben oui, évidemment, regardez le cadastre. Qu'est-ce que c'est l'Alsace? C'est un couloir entre les Vosges et le Rhin. En plus, il est surpeuplé. Il y a un village tous les 3 kilomètres. Entre ces villages, il y a des terres qui ne sont pas très grandes et pas très nombreuses, forcément. Et en plus, elles se morcellent beaucoup avec les héritages successifs. Donc, les terres cultivables sont rares. Ce qui veut dire que quand on élève des vaches, on ne peut pas les mettre au pâturage. On est obligé de les élever à l'étable et uniquement à l'étable. Comme ces vaches ne sortent jamais à l'air, elles finissent par tomber malades. Et quand la vache est malade, eh ben, on se dépêche de l'abattre pour la manger. Et puis après, la fermière veut remplacer sa vache. Mais elle ne veut pas une vache de chez le voisin, puisqu'il sait qu'elle aura les mêmes maladies. Donc, on s'adresse au juif qui a un cousin, qui a un parent dont la tante connaît un oncle qui sait qu'il y a quelqu'un qui vend une vache en Bavière ou en Bourgogne. Donc, on va à pied en Bavière ou en Bourgogne, on va chercher cette vache et on la ramène à pied. Et on la ramène à la fermière qui n'a évidemment pas les moyens de la payer. Donc, on s'arrange, on lui dit ben, écoute, tu me donnes ce que tu peux. Et puis, pour le reste, eh ben, quand cette vache portera son premier veau l'année prochaine, eh ben, celui-là, tu me le pour moi. Et voilà comment on faisait les affaires au XIXe siècle. Autrement dit, on achète cash et on vend à crédit. Alors qu'il n'y avait pas encore vraiment de banque. Voilà. On passe à la suite.
Alors, ça, c'est une partie qui fait un peu rire, la partie patriotarde, et pourtant qui n'est pas neutre. C'est, après la Révolution française, que certains rabbins au XIXe siècle, je vous le rappelle, que cette émancipation des Juifs par la République française, certains rabbins l'ont interprété, notamment celui du Haut-Rhin, comme une deuxième sortie d'Égypte, pour dire quelle importance. Et nous, on ne sait pas se rendre compte, on n'a pas connu le 10 avant 1789, donc on ne se rend pas compte de cette révolution que ça a été pour les Juifs, que cette émancipation. Et donc, forcément, les Juifs ont acquis une fidélité, une reconnaissance, j'ai l'habitude de dire, non pas à la France, mais bien à la République française. Jusqu'à que beaucoup de Juifs se sont engagés dans les armées. Alors là, on est sur un uniforme qui est à peu près de l'époque d'un certain capitaine Dreyfus. Ce n'était pas l'exemple le plus réussi d'intégration dans la République, mais il y en avait eu beaucoup. Voilà. On fait la suite. Et justement, 60 ans après l'affaire Dreyfus, ou même moins, 55 ans après l'affaire Dreyfus, on tombe sur cette période sinistre dont je ne vous parle pas et qui est très brièvement représentée dans le musée. La Shoah, c'est une partie très courte parce que ce n'est pas le sujet principal. Elle est mentionnée parce qu'on est obligé d'en parler, mais de façon assez brève. Image suivante, et on a un détail d'un résistant pendant la guerre, d'un résistant combattant juif pendant la guerre, comme il y en a eu beaucoup, et qui permettent de montrer à nos visiteurs, souvent pas juifs, et de répondre à la question, mais enfin, comment ça se fait que vous vous êtes laissé assassiner sans vous défendre? Eh bien, voilà l'illustration que beaucoup de juifs, notamment dans ma famille, se sont défendus les armes à la main. On continue. Donc, ce musée, il présente un patrimoine religieux parmi d'autres. Parce que nous avons le musée judéo-alsacien de Buxwiller est un musée sur le patrimoine juif, sur le patrimoine religieux juif. C'est un musée laïque qui présente un patrimoine religieux. Nous sommes à peu près les seuls. Je ne connais pas dans la région de musée du patrimoine catholique, ni du patrimoine protestant, ni du patrimoine musulman. Nous sommes à peu près le seul musée, alors évidemment avec celui de Marmoutier, à présenter un patrimoine religieux. Et pourtant, nous sommes quelque part un exemple aussi dans ce domaine muséographique vis-à-vis des autres religions. Et à cause de ça, nous voulons rester absolument laïques. On ne prendra jamais parti, ni on ne fera jamais de prosélytisme. Voilà. Alors après, sur la phrase suivante, ça résulte d'une histoire qui s'est passée il y a assez longtemps. Il y a un jour un groupe de femmes musulmanes, toutes voilées, qui ont demandé à visiter le musée judéo-alsacien de Buxwiller, à la condition qu'il n'y ait pas d'hommes et qu'elles soient guidées par une femme. Donc c'est Béatrice Sommer qui les a guidées. Et après la visite, elle leur a demandé ce qu'elles avaient retiré de cette visite. Et l'une de ces femmes a dit que pour elle, c'était un exemple d'intégration intéressant. Et c'est là qu'on s'est dit qu'effectivement, que ce musée peut aussi servir d'outil pour éventuellement présenter, le faire visiter à, disons, des réfugiés afghans ou syriens qui ont vécu un exode assez terrible, et pour leur montrer alors que, eh bien, ils ont vécu un exode terrible, mais d'autres l'ont vécu avant eux, et que l'on peut s'en sortir à condition de suivre quelques valeurs républicaines. Voilà, donc ça, c'est ce que nous essayons de faire de plus en plus, c'est-à-dire la lutte pour la laïcité, pour
l'intégration et pour aussi le dialogue interreligieux. On peut passer à la suite? On passe à la suite? Oui. Clique. C'est ça? Alors, c'est ce que je vous disais. Et sur... Ah bah oui, parce que là, je suis revenu une image en arrière parce que j'en avais sauté une, moi. Je me trompe, je vous ai parlé sur la mauvaise image. Mais si je reviens sur l'image où on voit les deux militaires, oui. Le soldat de la Deuxième République et le résistant de 1944, eh bien, l'un est le fils de l'autre. On peut considérer une filiation directe pour la défense des libertés, des libertés républicaines. Voilà, c'était juste une réflexion en passant. Donc là, on va sortir de la partie visite pure du musée et on va passer à d'autres choses. Là, je vais faire un petit coup de publicité. Vous voyez, c'est l'image numéro 20, Yoav. Alors, voilà, c'est la nuit des musées, c'est ça? Non, c'est juste avant. Ça, c'est juste avant. C'est la juste avant. C'est juste avant où vous voyez le judéo-alsacien par Louis Ury. C'est ça qu'on regarde. Ouais. Alors ça, c'est juste un petit coup de pub parce que ça, c'est une jaquette d'un bouquin qui part chez l'imprimeur demain. Parce que je pense que beaucoup de gens parmi vous connaissent le Lexicuri, un parler qui s'éteint, le judéo-alsacien, qui est un petit lexique très, très intéressant, mais qui a un défaut, c'est qu'il est épuisé. Et Gilbert Weil a décidé de le rééditer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, ce que vous voyez là, c'est la jaquette qui va entourer le lexique lui-même. Et comme dans son introduction, Madame Ury, l'épouse de Louis Ury, qui avait publié son lexique après le décès de son mari, comme elle l'avait écrit que ce serait publié et vendu au profit de l'OSE, eh bien, nous continuerons à le vendre au profit de l'OSE. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'OSE, je pense que tout le monde connaît, mais on ne sait jamais. L'OSE, c'est l'organisation de secours aux enfants. C'est cette organisation qui est née vers 1880 en Russie, dans le Bund, qui est arrivée en France après la révolution bolchevique, à Paris, et qui a été, dans les années 40-41, renforcée par un grand nombre de juifs alsaciens. Et cette organisation a ouvert des maisons d'enfants et des orphelinats pour les enfants juifs dont les parents étaient déportés, ou que les parents voulaient laisser là parce qu'ils les pensaient plus en sécurité que les garder avec eux dans leur errance. Et c'est OSE qui a sauvé, à la fin, par un certain nombre de péripéties qui sont quasiment miraculeuses, qui a réussi à sauver plus de 5000 enfants des griffes des nazis et de la déportation. D'ailleurs, parmi ces enfants, il y avait mon papa et ma maman. Je suis donc, moi, un enfant de l'OSE aussi. Donc, pour revenir au bouquin qui va être publié, ça sera vendu au profit de l'OSE. Voilà, qu'on se le dise. Et j'espère que vous serez nombreux à venir nous le commander. On peut passer, la pub est finie, on peut passer à la suite. Alors, j'ai commencé par là parce que à partir de maintenant, je ne veux plus trop vous montrer des choses du musée parce que je préfère que vous veniez les voir. On manque de visiteurs. Notre principal souci, c'est qu'on a environ 4000 visiteurs par an, que c'est notre principale source de revenus, c'est le billet d'entrée payé par nos visiteurs, et que on n'en a pas assez. Il nous en faut plus, beaucoup plus. Alors, pour en avoir plus, on organise régulièrement des animations, parce que beaucoup de gens disent « Oui, mais le musée, je l'ai déjà vu ».
Alors, il y a ceux qui disent, je l'ai vu il y a 20 ans. Oui, ils l'ont vu il y a 20 ans, mais depuis, il a un peu changé. Puis ceux qui l'ont vu l'année dernière, et on essaye de les attirer à revenir par les manifestations diverses et variées que nous organisons depuis que ce musée existe. Alors, vous allez en voir je vais vous en présenter les plus importantes. J'ai commencé par la nuit des musées que Gilbert voulait ouvrir, la nuit des musées, c'est toujours un samedi soir, hein, donc un Shabbat. Et donc, Gilbert a décidé qu'on ouvrait la nuit des musées le samedi à 22h12, quand Shabbat est terminé. Et ça fait qu'on a du monde parce que les gens ont l'habitude de faire les autres musées de Bouxwiller et de venir chez nous à la fin. Donc, on est ouvert jusque vers 1h ou 2h du matin et on a un petit peu de monde chaque année pour la nuit des musées. Sauf que cette année, ça sera loupé parce que pour cause de confinement. Voilà. On passe à la suite. Nous participons aussi chaque année à la fête de la musique dans le village de Bouxwiller et nous essayons de faire jouer des amateurs, vraiment des amateurs, comme ici par exemple, c'est une jeune fille qui a 14 ans et qui fait de la flûte classique et qui est venue nous faire un petit récital de Mozart pour la fête de la musique au musée. Et puis la suite, nous avons eu aussi une autre artiste que vous connaissez un petit peu mieux, je pense que vous la reconnaîtrez, c'est Claire Jodel et sa harpe, qui est venue aussi l'année dernière nous faire un récital pour la fête de la musique. Je pense que tout le monde la connaît. Alors, on fait aussi des activités pour les enfants. Bonjour Dora. On en fait pour les enfants et on en fait aussi dans le cadre de Éveil des Sens, qui est une activité lancée par le Parc des Vosges du Nord au mois d'octobre et qui est à destination des personnes empêchées, donc des personnes qui ont un handicap, qu'il soit physique ou mental. Et donc, on organise des activités qui sont plutôt sensorielles. Alors, ça peut être de la pâte à modeler. Là, c'était faire des lettres hébraïques en pâte à modeler. Mais ça peut être aussi, par exemple, faire goûter la cuisine. On passe à la suite. Alors, on a eu aussi des activités de danse avec Astrid Ruff. Voilà. Alors, il y a essentiellement des femmes, on se demande pourquoi. On passe à la suite. On fait des tables rondes. Bonjour Sylvie, qui est au fond une de nos membres du conseil d'administration, Sylvie Katz. On a fait des séances d'humour juif. Et puis, mise en valeur du patrimoine de Bouxwiller, où il y avait cette inscription qui était assez effacée sur une entrée de cave d'un bâtiment de la ville de Bouxwiller et que Gilbert Weil a... Ah, mais il faut avancer. Voilà. Et encore. Ah, bon, c'est... Encore, ouais. Encore, avance encore. Voilà. Donc, c'est une inscription qui se trouvait sur une entrée de cave d'une maison juive et que Gilbert Weil avait fait restaurer. Et ça a évidemment, au titre de l'AMJAB, bien sûr, ça a donné lieu évidemment à une inauguration officielle avec tout à fait à votre gauche Alain Janus, qui est à la fois membre de l'AMJAB et aussi l'ancien maire de Bouxwiller, mais je dis bien l'ancien parce que il ne s'est pas représenté aux dernières élections. Donc il ne l'est plus maintenant. Voilà, mais ça reste un ami très cher. Et puis vous voyez, parmi les personnes que vous reconnaissez, vous voyez quelqu'un à l'extrême droite qui porte un chapeau et des lunettes, qui est le mari de Laurence Joslinart, que vous connaissez bien, puisqu'elle a été sur Zoom il n'y a pas très longtemps, avec Kaddish pour un prof. Et puis vous avez aussi, à côté de Gilbert Weil, un barbu à chemise blanche qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, puisqu'il guide un groupe de marcheurs et de marcheuses, et qui, ce jour-là, ne portait pas ses célèbres bretelles rouges. On passe. Alors, des expositions, il y en a eu plein.
Alors, celle-là, c'est une exposition qui a duré, qui a été enrichie pendant 3 ans et qui s'appelait Les Juifs du Soleil. Autrement dit, les Juifs séphardim, sur une idée de Gilbert Weil, toujours, qui part du constat que la majorité des Juifs en Alsace aujourd'hui, les Juifs alsaciens sont en majorité séphardim, et qu'il faut donc mettre en valeur et mieux connaître leur histoire. Donc voilà, on peut passer à l'image suivante. Ça a donné une exposition assez importante, qui a été, il y a chaque fois eu des petits morceaux qui ont été rajoutés d'année en année, avec toute une partie sur le mariage et sur les traditions du mariage. Et vous voyez là cette belle robe brodée d'or qui nous a été prêtée par une dame de la communauté de Strasbourg, cette magnifique robe. On peut passer. Et puis, bien sûr, tout ça, ça donnait lieu à des vernissages et inaugurations. Vous voyez là-dessus toujours Alain Janus au fond. À sa gauche, vous voyez Laurence, que vous connaissez. Après, vous avez Dora, que vous connaissez aussi. Ensuite, vous avez Marc Friedman. Salut Marc. Ensuite, vous avez Béatrice Sommer. Tout ça, ce sont des gens qui font partie de notre conseil d'administration. On passe. Exposition parmi d'autres, une exposition qui nous a été présentée et prêtée par Valiske sur les canivets juifs, puisque je ne le savais pas, et j'ai découvert par André Kosmicki que ces canivets, c'est un art qui est assez souvent pratiqué dans les familles d'Europe de l'Est ou de l'Europe centrale. Et curieusement, cette exposition a attiré beaucoup de monde. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je me demandais qui est-ce qui allait venir voir ce type de choses. Eh bien, beaucoup de femmes sont venues voir cette exposition parce que ce sont des femmes qui elles-mêmes font encore des canivets, soit du côté alsacien, soit surtout du côté mosellan, du côté de Salzbourg. Donc, il y a eu un gros succès. On passe. Alors, ici, vous allez rire, mais c'est une partie qui correspond au marché de Noël à Bouxwiller, puisque chaque année en décembre, il y a un grand marché de Noël, et c'est encore une idée de Gilbert Weil, qui, normalement, le musée, il est fermé en hiver, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas de chauffage, et donc c'est pas visible, il y fait trop froid. Mais nous ouvrons le jour du marché de Noël parce qu'on y met une exposition sur les Hanoukiot et ça permet de récupérer une partie, quelques visiteurs de ce marché qui viennent voir notre exposition sur les Hanoukiot gratuitement et on leur donne même un café ou un thé chaud pour les remercier d'être venus nous voir. Voilà, on peut passer à la suite. Autre exposition, ça c'est sur la résistance des Alsaciens. Alors, résistance des Alsaciens en Alsace, résistance des Alsaciens hors d'Alsace. Cette exposition nous a été prêtée par une association qui s'appelle l'AERIA, Association pour des études sur la résistance intérieure en Alsace. C'est une association qui est très active autour de chez nous. On peut passer. Alors, ça, c'était en 2015. Nous avons lancé une expo et une série de conférences sur les aumôniers militaires. Je vous parlais tout à l'heure de laïcité, je vous parlais d'interreligieux. Et bien voilà, on a cherché sur quel thème sur quel angle d'attaque on pouvait mettre en valeur le côté interreligieux et on avait trouvé les aumôniers militaires. Puisque là, vous en avez 4. C'était à l'époque les 4 aumôniers militaires de Strasbourg. Au premier plan à gauche, c'est l'aumônier catholique. Le second, c'est l'aumônier musulman. Le troisième, je ne vous le présente même pas.
Et le quatrième, c'est l'aumônier protestant. Et tout ça, ça fait un quatuor de copains qui étaient vraiment très liés les uns avec les autres et qui travaillent au quotidien la main dans la main. Donc c'était vraiment un exemple. Et autour de ça, on avait créé une histoire sur l'histoire, une expo sur l'histoire de l'aumônerie militaire, où en gros, les premiers aumôniers militaires sont apparus avant la Révolution, qui étaient les aumôniers militaires catholiques, évidemment. Et encore, il n'y en avait pas beaucoup, puisque toute la France était catholique, donc on considérait qu'il n'y avait pas besoin de mettre un aumônier, puisqu'il y avait des curés partout. Et on a vu apparaître vers 1860, guerre de Crimée, le premier aumônier militaire protestant. On a vu apparaître pendant la guerre de 14 le premier aumônier militaire juif. Et on a fait toute une partie sur les aumôniers dans l'expo, sur les aumôniers militaires juifs, côté français et côté allemand, les Feldrabbiner. Et il a fallu attendre à 80 pour voir arriver deux choses. Le premier aumônier militaire femme et le premier aumônier militaire musulman. Alors moi j'ai trouvé ça toujours un peu révoltant parce que pour le côté musulman, parce que voilà, ça fait plus de 100 ans qu'on utilise, l'armée française utilise des militaires d'Afrique du Nord et d'ailleurs qui ont servi de chair à canon dans toutes les guerres que la France a faites. Et on n'a même pas été capable de leur mettre à disposition un imam ou un aumônier. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Voilà, alors on continue. Donc, on a eu cette conférence qui a été faite par les 4 aumôniers et qui a été présentée par Malou Schneider, que vous voyez sur la photo. Pour ceux qui ne connaissent pas Malou Schneider, elle était la conservatrice, je dis bien elle était parce qu'elle est à la retraite, la conservatrice du musée alsacien de Strasbourg, lequel, comme vous le savez, est une grosse partie juive. Et elle fait maintenant partie de notre conseil d'administration. On voit aussi tout à fait en bas à droite le président de la Société d'histoire de Reichshofen, Étienne Pomoy, de dos. On continue? Alors, sur cette image, vous avez quelques aumôniers devant cette exposition. Alors, vous voyez au fond qu'on a une aumônière militaire en uniforme. Alors, on a eu un tas d'uniformes de l'armée qui nous ont été prêtés par Kloklo Rosenfeld. Pas prêtés, offerts. Kloklo Rosenfeld, qui était lui-même aumônier militaire et qui nous a fait don de ces uniformes, qu'on a donc recueillis avec beaucoup de plaisir. Et vous voyez au milieu de la photo, eh bien, notre aumônière militaire israélite à Paris. Donc, je suis en train de chercher le nom, mais il m'échappe au moment où je parle, parce que je n'ai pas la mémoire des noms. Et Véronique Dubois. Madame Dubois. Véronique Dubois, c'est ça. Merci, merci Dora. Merci. Véronique Dubois, ouais, qui était venue nous faire une causerie aussi. Voilà. Et même, elle a même eu un effet annexe, cette exposition sur l'image suivante. Hein. L'image suivante, Yoav. Clique. Voilà. L'effet annexe, c'est que c'est la première fois qu'on a vu un rabbin de Strasbourg venir nous voir. Et c'était pour l'expo et la réunion avec les aumôniers. Et ça nous a fait très plaisir. Alors, l'image suivante, effectivement, c'est toujours sur les aumôniers. Alors, vous voyez à droite le député Patrick Hetzel. Patrick Hetzel. Vous voyez aussi à côté des deux aumôniers, vous voyez à leur gauche un représentant de la communauté bouddhiste de Weiterswiller. Et puis vous voyez dans le fond un type à lunettes qui a une cravate. Je crois qu'il s'appelle Marc. Et je sais qu'il est notre trésorier. Voilà. Clique. Et là, on passe à un autre événement qui a eu lieu en 2015. Est-ce que vous reconnaissez le personnage qui est tout à fait en bas à droite? Est-ce que quelqu'un le reconnaît?
Non, alors je vais vous en parler. On le trouve en face de Gilbert Weil et de Brigitte Kahn. Alors, un personnage important, là, c'est Brigitte Kahn, parce que c'est Brigitte Kahn qui nous a ramené au musée ce personnage au grand chapeau qui s'appelle Tommy Ungerer et qui est venu au musée parce que Brigitte, qui le connaît bien, lui a demandé, parce qu'il avait fait un jour un dessin à Brigitte, pour Brigitte, et que Brigitte lui a demandé la permission de réaliser ce dessin sous forme d'installation métallique que vous allez découvrir tout à l'heure, en faisant clic. Et vous verrez cette installation qui représente une balance. Clic, 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 voilà. Qui représente une balance dont les deux plateaux supportent l'une un cube qui est en cristal, offert par Lalique, et l'autre une sphère. Et ça représente donc deux corps complètement différents, un cube et une sphère, et pourtant la balance est à l'équilibre, et ça symbolise donc tous différents et tous égaux, qui est une de ces idées que je crois nous défendons tous, et que Tommy Ungerer est venu inaugurer en grande pompe avec tout le gratin politique de la région. C'était en 2015. Voilà, on passe à l'image suivante. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est la précédente. You have. Oui. You have. La précédente. Voilà. Voilà, bon, ben là, il est devant son œuvre, il est en train d'en parler. On a au fond, on a Patrick Hetzel et on a aussi Madame Zeller, qui était l'épouse d'Adrien Zeller, qui est décédée il y a pas mal d'années. Il y a aussi Madame Buchy, qui était maire de Bouxwiller à ce moment-là. Elle était en fin de mandat. Et puis, de part et d'autre de Tommy Ungerer, on a les deux donateurs. À sa droite, nous avons M. Kaif qui a réalisé, qui est ferronnier à Ingwiller et qui a réalisé l'ensemble. Et à sa gauche, nous avons le monsieur du musée de Lalique qui nous a offert le cube en cristal. Voilà. On va s'arrêter sur ce sujet pour passer à plus. Donc, clic. Donc là, c'était une exposition sur les communautés juives en Tchécoslovaquie. Et ça a été présenté par Valiske. Vous voyez au premier rang, tout à fait à droite, vous voyez André. Vous voyez au milieu Régine Waxman, qui était la présidente de l'époque. Vous voyez entre les deux un monsieur qui est le consul de Tchéquie à Strasbourg, qui est venu inaugurer l'exposition. On y voit aussi tout à gauche, au deuxième rang, derrière le maire derrière Alain Janus, on en voit un personnage chauve à lunettes avec une veste un peu bariolée. Mais pour nous, c'est un petit peu émouvant parce que c'est Pierre Dipendel, qui était metteur en scène du Théâtre du Marché au Vin et qui est décédé l'hiver dernier et qui était un grand ami de notre musée. Voilà. On clique. Donc le voilà un peu mieux, Pierre Dipendal. On voit aussi toujours Laurence à côté de lui et le député Hetzel, qui est un de nos fidèles au musée. Clic. Et alors après, 2008, on a lancé les festivités du 20e anniversaire du musée. Donc, il y a eu une exposition rétrospective que vous voyez ici, et vous voyez que sur le suivez le guide, alors, en haut, on voit des photos de la Schule de Bouxwiller dans l'état où elle se trouvait quand Gilbert l'a récupérée. Et puis, sur le panneau suivez le guide, vous voyez qu'on a représenté un Schnorrer. Et si on pouvait agrandir, on verrait qu'on lui a mis la tête à Gilbert Weil pour s'amuser. Puisque c'est effectivement lui le guide de ce musée. Voilà. Puis on y voit aussi, sur la photo de droite, une inauguration avec un chapeau noir au milieu, derrière les deux petits Alsaciens, et c'est le rabbin Ayman.
Clic. Alors évidemment, il y a eu des discours pour fêter ses 20 ans. Donc voilà. Et clic. Clic, clic. On a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir et nous soutenir dans cet anniversaire. Et vous voyez, là, au premier plan, vous avez Sabine Lemler, et puis vous avez Liliana, et puis vous avez évidemment Freddy Raphaël. Clic. Il y a eu des concerts, notamment celui des Papy Rosen, que vous connaissez tous, je pense. À droite, vous voyez leur directeur, qui est donc Jean-Claude Chauchecan, que tout le monde connaît, je pense, et qui est aussi un de nos amis fidèles au musée. Clic. On a eu aussi quelque chose que vous avez vu il n'y a pas longtemps en vidéo. C'était en 2018. Et c'était Kaddish pour un prof, que vous avez tous vu en vidéo sur Zoom il y a 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça, et qui venait d'être réalisé, mais sous forme théâtralisée, mis en scène par Pierre Dipendal, que je vous ai montré tout à l'heure et qui est décédé depuis, et qui a fait le plein dans cette salle. On avait notre salle du musée qui était pleine à craquer pour cette représentation. Clic. Et qui s'est terminé par un Kaddish où tout le monde s'est mis debout, juif ou pas juif. Un moment extraordinaire d'émotion. C'est Jonathan qui le chantait, comme vous voyez là. Clic. Clic. Et donc, bon, à la fin, évidemment, c'est les applaudissements à Laurence, à ses élèves et à ses collègues, et aussi à Jonathan Blum, bien sûr. Je crois que le crâne chauve qu'on voit juste devant, c'est, ça me paraît être un certain Lévi Dingwiller, prénommé Michel. Clic. Nous avons eu aussi l'exposition sur les sous-camps de Natzweiler, qui a été réalisée par Richard Aboaf et les élèves de l'Ort, qui est une exposition qui a fait qui a été assez impressionnante, qui a attiré aussi beaucoup de monde. Parmi les gens que vous voyez, on voit Richard, bien sûr, et puis à droite, on voit Bertrand Merle, qui est un des représentants de l'AIRIA, donc l'Association pour des études sur la résistance intérieure en Alsace. Et puis, nous avons le président de la Comcom de Buxwiller. Et puis, la rousse qu'on voit de dos, eh ben, c'est Madeleine, qui est une de nos chanteuses préférées et membre de notre association, et qui est allemande, et qui chante le yiddish de façon absolument superbe. Clic. Petite transition. Clic. Pour dire qu'autour de cette exposition, nous avons fait une conférence qui était la conférence de Simone Pollack, que je ne présente pas, tout le monde la connaît, je pense, et qui a parlé tranquillement du haut de ses 90 ans pendant 2 heures, pratiquement sans s'arrêter, et qui a tenu un auditoire d'environ 50-60 personnes en haleine, donc pendant 2 heures, comme elle sait si bien le faire, parce qu'évidemment son témoignage est tellement unique et tellement émouvant qu'on ne peut pas faire autre chose que de l'écouter et de voir ses paroles. Clic. L'année dernière, nous avons eu une expo que Jean-Claude Chauchecan nous a prêtée, qui est une expo sur les Gitans, que nous avons appelée les Gitans, l'autre peuple errant. Ce
qui correspond tout à fait à, quand je vous disais que nous sommes le musée d'un patrimoine religieux, là, nous présentons un musée d'un autre patrimoine. C'est tout à fait dans l'esprit du musée, d'autant plus que Jean-Claude Chochkan, qui n'est pas juif du tout, m'avait raconté que quand il avait ses deux meilleurs amis dans son enfance, l'un était juif et l'autre était gitan. Et depuis, il leur est resté fidèle à eux et à leur culture. Et c'est pour ça que, voilà, il est venu présenter les gitans au musée juif et on lui en est reconnaissant. Voilà. Vous voyez bien sûr Laurence au fond, toujours elle. À ce propos, je veux dire qu'il y a une des expos qu'on a présentées, mais que je n'ai pas sur la photo, qui était aussi sur le bouddhisme. On a eu un jour une expo sur le bouddhisme. C'était une expo photo. Alors, clique. Donc, c'est toujours l'expo sur les gitans, l'autre peuple errant. Et vous voyez au fond, au milieu de la photo, vous voyez Louise Hemstetter, une des tziganes d'Ingwiller, je crois, et qui a écrit un bouquin sur la vie de la communauté. Clique. Alors, c'est la dernière image du vernissage de l'expo. Avant de passer à autre chose, vous voyez qu'il y a la rue de Django Reinhardt. Vous ne pouvez pas louter ça. Clique. Voilà. Alors, nous avons Sylvie Katz et Béatrice Sommer qui nous ont fait, toujours dans le cadre d'Éveil des Sens, une séance sur la découverte de la cuisine juive sous forme de petits repas. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais comme c'était une première fois, on espérait le refaire une seconde. Maintenant, avec les événements sanitaires, on ne sait pas si on pourra le faire cette année ou pas. En même temps, s'il y a eu peu de monde, c'est qu'on prenait uniquement sur réservation pour être sûr d'avoir suffisamment à manger pour tout le monde. Donc, sur réservation, c'était forcément en nombre limité. Voilà. Mais le public qui était là était ravi, paraît-il. Voilà. Clique. Et puis, la dernière exposition que Gilles Berveil a réalisée, que beaucoup d'entre vous ont peut-être vue, qui s'appelle la carte postale juive alsacienne. Alors, son idée était toute simple au départ. L'idée de Gilbert, c'est de dire que la carte postale, c'était le SMS du 19e siècle. Ça veut dire que quand le voyageur de commerce, comme on disait à l'époque, il préparait sa tournée de magasin en envoyant une carte postale à Lemel à Agno ou à Kahn et Ullmann à Saverne ou à Lévy et quelque chose ailleurs, et en leur disant, voilà, je suis le voyageur de la maison telle et je passerai vous voir tel jour, préparez vos commandes. Donc ça remplaçait effectivement le SMS. Ça tenait la même fonction que le SMS au XXe siècle. Clique. Dans cette exposition, Annie, notre permanente du musée, elle a réalisé pour les enfants, sur un écran, une carte postale animée. Alors évidemment, sur la photo, c'est statique, mais vous voyez les petits personnages animés qui bougent sur fond d'une vraie carte postale qu'elle a réussi à faire. Et c'était vraiment une performance qu'elle a réussi à faire. Annie, voilà. Clique. Et alors, l'intérêt de cette photo, donc c'est toujours sur l'exposition des cartes postales juives alsaciennes, c'est que l'intérêt, c'est pas tellement Sylvie qui proteste parce qu'elle voulait pas que je la prenne en photo, mais c'est surtout le personnage qui est tout à fait qui est au deuxième plan, qui est venu tout à fait incognito, et c'est Gilles Pudlowski, vous savez, le critique culinaire. Il est venu tout discrètement et il est reparti sans rien dire à personne, on n'a même pas pu lui parler. Voilà. Mais c'était quand même sympa de l'avoir parmi nous au moins une fois. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Oh, il a écrit des bouquins de cuisine, mais pendant très longtemps, il tenait une rubrique culinaire dans les DNA
sur les différents restaurants qu'il allait visiter. Et sur le musée, il n'a rien écrit? Non, il n'a rien écrit sur le musée. Mais je pense qu'à ce moment-là, et depuis longtemps, je pense qu'il est à la retraite, je ne le vois plus écrire dans les DNA. Et à cette époque-là, déjà, sa rubrique était terminée. Et de toute façon, le musée, ce n'est pas culinaire. Lui, c'était uniquement culinaire, critique de restaurant. Si vous voulez, un peu le Goemio alsacien. Donc, dans les cartes postales, ce n'était pas du tout son sujet. Mais c'est probablement de ses intérêts personnels, par contre. En tout cas, je ne connais pas d'écrit de sa part sur le musée. Alors, clic, oui. Ça, c'était l'année dernière, remise du prix annuel de la Société d'histoire israélite d'Alsace-Lorraine, qui a été remis à Gilbert Weil, qui manifeste sa joie au moment où on lui a remis son prix. Voilà. Clic. C'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait, ouais, ok. Donc là, sur l'image suivante, eh ben, la Chial et son président Jean-Pierre Lambert, toujours sans bretelles, eh ben, ils en ont profité pour faire un petit cadeau à Annie, notre permanente, et qui est absolument l'âme de ce musée. Si vous venez nous visiter, vous serez accueillis par elle, et je vous mets tout de suite en garde. Elle va vous fouetter et vous faire passer les pires tortures. Voilà. C'est quelqu'un qui est absolument adorable et qui méritait bien qu'on la mette en valeur ce jour-là. Voilà. Pour sa qualité d'accueil et aussi pour tout le boulot qu'elle fait, notamment les cartes postales animées que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, un petit clin d'œil à Gilbert, avant de terminer, et de sa grande barbe, qui s'était laissé pousser depuis que sa vue baisse et qu'il n'arrivait plus à la tailler. Voilà, mais là, il sortait de chez le coiffeur quand même. Clic. Une dernière petite vue du musée. Donc, les dernières vont être uniquement sur des symboles. Ce symbole-là, je pense que ce n'est pas la peine que je vous l'explique. Celui-ci, il représente un monsieur qui sort son portefeuille et qui paye. Et c'est ce qu'on attend de la plupart d'entre vous. Voilà. Que vous veniez nous voir et que vous payez un billet d'entrée. Voilà. Et puis, bien sûr, tous différents et tous égaux. L'installation de Tommy Ungerer ou d'après Tommy Ungerer. Et puis, sur l'entrée du musée, cette phrase en exergue qui est la devise d'Anno Lichtenberg et de notre musée aussi, qui est « Leve und leve lohn », vivre et laisser vivre. Voilà. Dernière image. Clic. Clic, clic, clic. Ah ben non, je suis 2 images plus loin que toi. En tout cas, vraiment, il faut qu'on avance. On a oui, ben vas-y, clique encore et on va à la dernière image. Encore, clique. Voilà. Ouais. Alors, c'est l'image finale. Tout ça pour vous dire que nous rouvrons le musée à partir du 16 juin. C'est officiel depuis avant-hier. Que nous vous y attendons nombreux. Que si vous allez sur le site qui est marqué là en le judaïsme alsacien ou du musée, c'est d'ailleurs le même, vous pourrez voir une vidéo sur le musée que Annie a faite. Vous pouvez aussi la voir sur Facebook, sur laquelle on va maintenant lancer des communications pour faire connaître que la réouverture du musée à partir du 16 juin, mais évidemment avec tout ce qu'il faut en masque, gel, distance sociale, etc., etc. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation. Je vous écoute si vous avez des questions à poser. Et merci d'avoir été patient. Alors, vraiment, merci énormément pour la présentation. Et encore une fois, c'est bien qu'on n'a pas montré tout le musée. Je pense qu'il faudra passer sur place et découvrir tout ça. Absolument. Absolument. Voilà. Alors, on garde encore 2-3 minutes si vous voulez pour peut-être des questions. Avec plaisir.
Voilà. Vous m'entendez? Claudine? Oui. Bonjour. Donc, ça fait un petit moment que je ne suis pas passée au musée. J'aurais voulu savoir si les textes, enfin les panneaux sont traduits maintenant en allemand et en anglais. Ah non, 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 non. Pour faire ça, il aurait fallu qu'on refasse intégralement le musée de fond en comble, ce qui représente un budget que nous sommes loin d'avoir. Il y a beaucoup de choses qui seraient à refaire dans ce musée, mais ça, effectivement, mais par contre, on peut le faire par audio guide. Oui, je voulais préciser qu'il y a des audioguides en plusieurs langues. Ok. La deuxième chose par rapport à ce que tu as dit, Raymond, oui. C'est que tu parlais de musées qui ne regroupent pas les trois religions, qui ne présentent pas les trois religions, catholicisme, judaïsme, protestantisme. Il y en a quand même un, les ateliers de la seigneurie à Anglo. C'est vrai. C'est vrai. Qui couvre le pays de Bar et de Bernstein. Et au deuxième étage, on a effectivement tout ce qui touche au pouvoir temporel et aux autorités religieuses. Et là, il y a le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme qui sont représentés. Et oui, sur un autre panneau plus petit, c'est l'islam, le bouddhisme, etc. Mais justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'évêché n'a jamais fait un musée sur le catholicisme, que les PAL ou les organisations protestantes n'ont jamais fait de musée sur la religion protestante. Le seul qui existe sur le patrimoine intégralement dédié à un patrimoine religieux, c'est le nôtre. C'est sur le judaïsme. Mais il n'y a pas de musée de l'islam, ni de musée du catholicisme, ni du musée de… Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors effectivement, les ateliers de la seigneurie abordent ces questions-là. Le musée alsacien Strasbourg aborde aussi le judaïsme, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Non, non, effectivement, mais c'est tout ce qui concerne effectivement les autorités religieuses, mais également tout ce qui concerne le patrimoine et les activités sur le secteur de Bar jusqu'à Dambach-la-Ville, incluant le Piémont des Vosges. Hein. Et le patrimoine juif en fait, enfin, je veux dire, le patrimoine religieux en fait partie. Ouais. C'est vrai, c'est indiscutable. Avec des témoignages sur le territoire. Ouais. C'est tout, je ferme la parenthèse. Merci Claudine, merci. Je pense, André, bonjour. Alors, attends, il faut activer le micro. Bonjour tout le monde. Je voulais tout simplement faire la présentation de Raymond. Valisk fait partie du conseil d'administration. On essaye d'amener une autre dimension au musée pour qu'il ne soit pas replié uniquement sur l'Alsace. Alors, comment on fait? On a présenté une douzaine d'expositions sur le judaïsme dans le monde. Mais du point de vue alsacien, ce qui est intéressant, c'est les expositions qui parlent de juifs alsaciens dans le monde. On a fait une exposition très intéressante il y a déjà une dizaine d'années, 12 ans, sur les juifs alsaciens en Louisiane, et c'était très intéressant. Et Raymond a montré l'image de l'ouverture de l'exposition sur le pays tchèque, où on a consacré beaucoup sur les liens avec l'Alsace, parce qu'en fait, on est dans la même zone, si vous voulez, du judaïsme, avec beaucoup de choses communes. Sur la photo, il y avait une chaise vide, c'était le directeur du consistoire de France, Léon Maslia, qui parlait et il y avait la chaise vide. Et très rapidement, Raymond nous a montré le découpage alsacien, c'était très suivi comme exposition. Je voulais vous dire que c'est un art typique pour les Shavuos, pour Shavuot, comme on a terminé les fêtes. Je voulais tout simplement dire que c'est… Ça coupe. André s'est coupé. Lié à la fête de Shavuot. Merci. André s'est coupé. Alors, je voudrais juste rajouter une anecdote, si je peux. Oui. Comme André parlait effectivement du judaïsme en Tchéquie, quand j'y étais, j'étais dans une petite ville où il y a beaucoup d'associations pas juives qui reconstituent la vie juive dans leur ville en Tchéquie. Et c'est absolument fantastique et étonnant. C'est même attendrissant. Et dans une de ces maisons, ils avaient reconstitué un intérieur juif. Quand je suis rentré là-dedans, nous sommes en Tchéquie, je me suis retrouvé chez ma grand-mère à Niederbronn. Il y avait à peu près les mêmes meubles, il y avait les mêmes odeurs. C'était incroyable. Il y avait juste un détail qui clochait, c'est que la machine à coudre à pédale, c'était pas une Singer, c'était une Lada.
N'oubliez pas que Yossel de Rosheim, il est venu 2 ou 3 fois négocier la paix entre la communauté de Horowitz et la communauté juive de Prague. C'était un juif très respecté par les juifs tchèques. Et il y a énormément d'histoires communes, n'est-ce pas? Et surtout des mariages. Ouais. Merci. Ouais. Et je pense qu'il y a Christine qui veut parler. Bonjour Christine. Alors? Cri-cri. 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 Bon. Et sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un, il nous reste vraiment 2 minutes pour terminer. Est-ce que quelqu'un veut réagir encore? Emmanuel, tu es avec nous? Bonjour. Voilà. Non, j'ai trouvé le propos très complet. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs parce que j'ai été guide saisonnier de ce musée au début de mes études. Donc, je garde de très bons souvenirs de ma collaboration avec Gilbert Veil. J'ai travaillé comme saisonnier les mois de juillet et d'août, je crois que c'était en 2001, 2002, quelque chose comme ça chez lui. Et l'avantage, c'est que je faisais les traductions anglais-allemand. Mais effectivement, beaucoup de gens regrettaient que les panneaux ne soient pas traduits. Donc, ce qu'a indiqué Claudine Lévy n'est pas forcément faux. Ce serait bien d'y penser. Bon, on sait que ça demande des financements et beaucoup de réorganisation. Mais pour un musée qui se veut d'envergure peut-être nationale, ce qu'il pourrait être, il faudrait vraiment trouver une solution de ce point de vue-là. Merci Manuel. Merci. Alors, on a tourné la question on en est bien conscient et on a tourné la question par les audioguides. Mais sinon, je répète, ça veut dire, d'ailleurs, ce musée a 20 ans, il devrait être rafraîchi, mais le repeindre de haut en bas et enlever les cloques d'humidité et tout ça qui commence à apparaître, ben, c'est un travail qui a un coût assez important qu'aujourd'hui, on ne sait pas assumer à l'AMJAB tout seul, quoi. Notre budget, nos recettes couvrent à peine nos dépenses et donc ben, on peut pas… Est-ce que la Fondation du patrimoine, le Conseil départemental et d'autres institutions ne pourraient pas agir dans ce sens? Oui, on est en contact avec eux. Ah. On est en contact avec eux, oui. On est en contact avec eux. Il y a le consistoire aussi qui est derrière. Oui. Merci, Johan. Voilà. Bien sûr, on soutiendra toutes les actions qui seront… Johan, j'ai noté ce que tu viens de dire. Oui, bien sûr. Ah, c'est le trésorier qui parle. Hein. Pas le seul, n'inquiète pas. Alors, je vois qu'il y a Christine qui demande par rapport à la programmation de l'animation. Voilà, je pense que c'est un peu compliqué pour la période qui… On sait pas. Les animations du musée, eh ben, c'est simple. Oui. On avait un programme, mais vraiment énorme, où il y avait tous les 15 jours quelque chose pendant toute l'année. Eh ben, à cause des conditions sanitaires, on a tout arrêté. Voilà, c'est un peu comme… Pas que les visites, il n'y aura pas de conférences, pas d'animation, parce que c'est trop compliqué à organiser et c'est trop risqué avec les mesures sanitaires qu'il faut prendre. Et si c'est organiser des concerts, là, on a une salle qui peut accueillir une centaine de personnes. Et je voudrais juste lancer aussi l'idée que si quelqu'un a envie d'organiser une réunion, une exposition, que ce soit le consistoire qui veut faire une réunion décentralisée ou autre, eh ben, on a une salle qui permet d'accueillir jusqu'à 100 personnes, sauf que en période de déconfinement, ben, il faut diviser par 4 parce que c'est un siège sur 4. Mais en période normale, quand on sera libéré de toutes ces histoires, ce serait très facile à faire. Je peux lancer aussi un autre appel, j'ai failli l'oublier, c'est que parmi toutes ces expositions, il y en a un grand nombre qui ont été faites par l'AMJAB et notamment par Gilbert Veil, et que nous les tenons à disposition de tout organisme qui voudrait les présenter chez lui. Tous ceux, nous avons si ça vous intéresse, on a la liste des expositions disponibles sur demande, qu'on peut vous nous envoyer un mail et puis on vous donne la liste des expositions si vous voulez organiser quelque chose. Enfin, le musée l'exposition sur les cartes postales était l'année dernière à Soul-sous-Forêt, par exemple. Ah, pardon, pas à Soul-sous-Forêt, à Soul-Saurin. D'accord. Vraiment, il faut dire vraiment que c'était un acte de courage de réouvrir le musée dans des conditions encore difficiles à suivre, avec beaucoup de règlements, n'est-ce pas? Et au lieu…
de ma croisée, on a quand même réouvert, on va réouvrir le musée, c'est très important pour être présent. Valiske devait proposer dans quelques jours une magnifique manifestation, l'exposition de Ernst Benedict, d'un peintre autrichien expressionniste. Nous avons cette exposition chez nous. Cette exposition devait être inaugurée par l'ambassadeur de l'Autriche au Conseil de l'Europe et nous avons repoussé cet événement pour l'année prochaine parce que ce n'était pas possible. Bon. Ouais. Merci. Je vous remercie énormément, Raymond. Et c'était magnifique. Moi, je vous remercie tous d'avoir été aussi patients. Et attentif, et attentif. Très ouais, attentif. En plus. Voilà, je vous rappelle qu'on continue encore voilà, lundi, mercredi et vendredi. Et aujourd'hui, à 16h, très bientôt, il y aura Janine El-Koubi. Et Janine, tu veux nous dire un petit mot par rapport au sujet d'aujourd'hui? Alors, juste un instant, il faut activer le micro. Janine, il faut... Voilà. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Bon, d'abord, je voudrais remercier l'orateur qui a été tout à fait passionnant. Et je connais le musée, je suis venue plusieurs fois. D'ailleurs, je crois bien avec Emmanuel Attias et ses parents une fois, une des nombreuses fois où je suis allée. Tu te souviens, Emmanuel? Si je peux me permettre, vous deviez aussi intervenir cette année au musée. Exactement, exactement. Et donc, je suppose aussi que ça a été repoussé à cause des événements. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est tout à fait passionnant pour moi parce que, comme je l'expliquais à Yoav tout à l'heure, ma famille paternelle et maternelle est alsacienne, ancrée solidement dans le terroir alsacien, dans les villages alsaciens. Et donc, pour moi, ce sont des échos de choses qui me sont familières et que j'aime. Et donc, merci beaucoup pour tout ça. À vous tous et à Yoav aussi. Alors, Jenny, de quoi tu parles aujourd'hui? Ah, dans mon émission, je vais parler d'un roman de Gilles Rosier qui s'appelle Mikado d'enfance. D'accord. Et voilà. Ça, c'est tout à l'heure, oui. Voilà, tout à l'heure. Alors, on se voit tout à l'heure. Encore une fois, merci à Raymond. Merci à vous tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour la synagogue de Reichshofen. C'est ça, c'est ça. On a un très grand programme, très riche, avec beaucoup de choses. Il y aura des choses de patrimoine, il y aura des choses de la culture et de la littérature, etc., etc. Voilà. À très bientôt et merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci à Yoav et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.